webinaire. Donc, à nouveau, merci beaucoup d'être avec nous. C'est une journée importante pour nous et une première à beaucoup d'égards, puisque c'est le premier webinaire qu'organise la Fondation. Et c'est aussi l'événement de lancement des 30 ans de la Fondation. Donc, on est très heureux de voir que ce moment a eu du succès. Et j'aurai l'occasion de vous le dire à la fin, mais on va essayer de multiplier tout au long de cette année de 30 ans ces webinaires et d'en faire à peu près un par mois. Sur le fonctionnement, donc encore une fois, je l'ai dit un petit peu au début et je le redis pour ceux qui nous ont rejoints depuis, vos micros sont tous automatiquement coupés et donc pour poser vos questions, vous avez l'espace questions-réponses. J'espère qu'on pourra prendre toutes les questions. Et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de nous envoyer ensuite des questions par mail. On a déjà reçu un certain nombre de questions qui sont très médicales et celles-là, on ne les traitera peut-être pas au moment du webinaire. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas, on essaiera de répondre à tout, que ce soit lors de nos moments d'échange aujourd'hui ou par mail par la suite. Voilà, je me propose de vous présenter nos 4 intervenants qui vont donc parler au cours de ce webinaire. Après chaque intervention, on aura un temps d'échange au cours duquel vous aurez à peu près 10 minutes pour poser des questions. Donc, ce qui veut dire que même si vous nous avez posé déjà des questions à travers l'espace questions-réponses, vous pourrez continuer à en poser à ce moment-là et nous, on essaiera d'y répondre. Alors, sont avec nous, bien évidemment, la personne sans laquelle nous ne pourrions pas être là aujourd'hui, à savoir Bernard Eisenberg, qui a fondé la Fondation il y a tout juste 30 ans. Bonjour Bernard. Bonjour Emmanuel. Étienne Audina, qui est depuis un moment maintenant président du conseil scientifique de la Fondation. Bonjour Étienne. Bonjour. Bertrand de Toffol, qui est au conseil, qui est neurologue épileptologue actuellement en Guyane et avant à Tours, et qui est au conseil d'administration de la Fondation depuis plus de 20 ans. Bonjour Bertrand. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Et enfin, Monsieur Komokno, qui est notre grand témoin du jour et qui nous parlera de son histoire avec l'épilepsie. Monsieur Opno, merci de nous avoir rejoints. Ah, on ne vous entend pas. Merci à vous et bonjour à tous. Parfait. Donc, on va commencer. Je vais d'abord donner la parole à Bernard. Donc, le 8 mars 1991 a été publié le décret de reconnaissance d'utilité publique et de création. Je n'entends plus. Je sais, j'ai vu. Ah, ça y est. Donc, le 8 mars 1991 a été créée la Fondation. Bernard, pourquoi, il y a 30 ans, la création de cette fondation? Avec quels objectifs? Quel a été l'événement déclencheur? C'est à vous. Eh bien, j'avais appris quelques années auparavant qu'un de mes fils était atteint d'une forme d'épilepsie, une forme assez rare d'ailleurs, dite du chromosome 20 en anneau. Et on ne m'avait pas laissé énormément d'espoir sur une guérison prochaine, ne serait-ce que parce que cette forme de l'épileptologie n'était pas, comment dire, était tellement peu fréquentée qu'elle ne suscitait hélas pas un énorme effort de recherche. Et donc, j'avais envie de renverser les montagnes, mais je ne savais pas comment faire. Mais il se trouve que j'étais président à l'époque de l'école polytechnique et que j'avais créé la fondation de l'école polytechnique pour aider cette école à recruter des jeunes étrangers de tous les horizons. Et j'avais créé cette fondation en un temps record, en 6 mois. J'avais réussi à obtenir les crédits nécessaires. Il fallait à l'époque 5 millions de francs au minimum pour créer le capital de la fondation. Et voilà, la fondation commençait à fonctionner et je me suis dit pourquoi pas une fondation sur l'épilepsie donnant un certain nombre de moyens à la recherche sur l'épilepsie et aussi éclairant l'horizon de la maladie. Le seul problème, c'est qu'il m'a fallu 2 ans pour la créer et non pas quelques mois parce que j'ai eu un peu plus de difficulté d'abord à trouver des sponsors financiers.
Et puis, le Conseil d'État n'a pas été extraordinairement enthousiaste, mais j'ai fini par le convaincre. Et voilà, 2 ans plus tard, la fondation était créée par le décret que vous avez évoqué, Emmanuel. Alors, ça fait donc maintenant. Alors, qui à l'époque m'avait aidé fortement, des neurologues et d'autres personnes. Alors, parmi les neurologues, je voudrais signaler Pierre Jalon, bien sûr, qui est actuellement neurologue et piétologue, qui a été longtemps vice-président de la fondation et qui est maintenant au Vietnam. Il développe intensément des études sur l'épileptologie, récemment sur, je crois, les électroencéphalogrammes, le rôle des électroencéphalogrammes. Voilà, Pierre a été un compagnon de départ et je ne sais pas s'il est à l'écoute. J'en suis pas Non, sûr. il nous rejoindra lors d'un prochain webinaire. Le décalage horaire ne nous était pas favorable, mais il nous rejoindra. Et puis le couple Cachera, Claire Cachera et son mari, qui était un professeur de médecine également, et puis bien d'autres, je ne vais pas les citer tous, qui nous ont accompagnés pendant très longtemps dans le fonctionnement de cette fondation. Voilà. Et donc, Bernard, vous avez voulu tout de suite que la Fondation soit un acteur incontournable avec 5 missions, c'était dès le départ? Oui, je souhaitais que, compte tenu de sa qualité de vraie fondation, vous savez qu'il y a énormément de fondations en France, mais il y en a 500 à 600 qui sont de véritables fondations reconnues d'utilité publique par le Conseil d'État, d'entrée de jeu, et qui ont le statut de fondation, qui peuvent d'ailleurs abriter d'autres fondations. Et ce statut permet effectivement de toucher un certain nombre de gens, notamment les acteurs politiques, les acteurs de la médecine, de la recherche, le grand public, plus facilement qu'avec une structure, une simple association de la loi de 1901. C'était la raison pour laquelle j'avais souhaité cette fondation. Et donc, elle s'est orientée vers les actions à mener auprès des pouvoirs publics, puisqu'elle permettait cette vocation à ceux qui l'avaient créé et à ceux qui l'avaient rejoint. Elle devait également s'occuper de financement de la recherche, c'est-à-dire obtenir des crédits supplémentaires pour des recherches d'ailleurs un peu originales, sortant un peu du domaine propre de l'épileptologie, fréquentant des domaines voisins. Elle devait informer sur la maladie, elle devait agir auprès des pouvoirs publics, faire du lobbyisme, d'où là encore une fois l'intérêt de sa qualité de vraie fondation. Voilà, et puis elle devait également se positionner sur la formation à l'épilepsie de jeunes neurologues, ce qu'elle a fait pendant quelques années, avec d'ailleurs l'appui de Pierre Jalon. Et cette vocation ayant été reprise depuis par la Ligue française contre l'épilepsie, c'est-à-dire la structure qui regroupe tous les acteurs médicaux de l'épilepsie. Il faut signaler aussi que créer une fondation, ça nécessite une dotation importante et que vous avez réuni cette dotation importante grâce au soutien de très grosses entreprises qui, à l'époque, ont contribué à la création de la dotation. C'est vrai. Mais je les avais surtout réunis, ces très grandes entreprises, pour la fondation de l'École polytechnique. Ça avait été relativement facile. J'ai eu un tout petit peu plus de mal à trouver ce 1 million d'euros pour la fondation de l'épilepsie. Il m'a fallu d'ailleurs entre 1 année et demie et 2 ans, alors que j'avais réuni ce capital en quelques petits mois pour l'École polytechnique. Donc ceci met déjà en évidence le regard que beaucoup portent sur l'épilepsie, sur la pathologie, sur ceux qui en sont atteints en France. Et l'une des vocations de la Fondation, c'était justement d'essayer de faire en sorte que ce regard devienne un regard plus chaleureux qu'il ne l'était à l'époque. Alors, 30 ans plus tard, donc, quelles sont les actions dont on peut parler aujourd'hui et la Fondation a fait beaucoup de choses. On aura l'occasion de revenir dans le détail lors des prochains webinaires, mais sur les différents volets, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'action de la Fondation déjà sur le volet recherche en ces 30 ans? Je vais passer en peu un certain nombre d'actions rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Bon, d'abord, sur le volet recherche, effectivement, nous avons pu mener avec le président du conseil scientifique, Étienne, et ses prédécesseurs, un certain nombre de recherches, d'ailleurs un peu originales, souvent sortant, comme je l'ai dit tout à l'heure, des frontières de l'épileptologie. 104 projets de recherche,
Je ne sais plus combien ça représente en millions d'euros, mais ça Plus, représente, je crois que c'est 8 millions d'euros. c'est 10. C'est un peu plus de 10 millions. 10 millions. Mm. Voilà, c'est ce qui est quand même important par rapport à l'effort public de recherche fait en épileptologie. Et j'espère bien que nous continuerons dans cette voie. Et nous avons en second lieu organisé un certain nombre de colloques sur l'épilepsie, d'abord sur la recherche, l'état de la recherche en épileptologie, les épilepsies, quelle peur, je vous cite les thèmes, les principaux thèmes, les frontières de la recherche en épilepsie, la plasticité cérébrale et les épilepsies, traiter la personne épileptique par rapport aux médicaments et à la chirurgie, et puis épilepsie, retour vers le futur. Tout ceci, voilà, tout cela n'est pas né d'un jour, bien sûr, dès la création de la Fondation. C'est échelonné sur une vingtaine d'années, voire davantage. Nous avons apporté notre soutien au réseau Sentinelle, mortalité épilepsie, et créé, avec l'appui essentiel de Pierre Jalon, 5 universités d'été pour de jeunes chercheurs. Et ce volet de formation a été ensuite repris avec remarquable efficacité par la Ligue française contre l'épilepsie, c'est-à-dire par le personnel médical lui-même. Donc, alors, les colloques, oui, Emmanuel. On reviendra avec Étienne Audina sur un peu plus en détail sur les 30 ans de financement de la recherche, sur autre action, autre mission statutaire de la Fondation, le volet soutien aux patients et l'information sur la maladie. Là aussi, beaucoup de choses ont été réalisées en 30 ans. Notamment par des colloques, des colloques grand public, où nous avons réuni quand même une centaine, voire quelquefois, je crois plus, même pour un de nos colloques. Et les thèmes de ces colloques grand public, je vous les dis rapidement. L'épilepsie, dernière maladie taboue. J'ai eu un petit peu peur qu'elle ne le soit restée, hélas. L'épilepsie au féminin, regard croisé et nouveaux horizons. Comment devenir adulte pour un enfant épileptique, vivre au quotidien avec son épilepsie en 2017. L'épilepsie et le travail, je vais y revenir dans un instant. Quelle prise en charge et quel parcours du patient épileptique en 2019. Vie personnelle et familiale, sport, voyage, loisirs, quels impacts de l'épilepsie. Vivre au quotidien, oui, épilepsie et travail. Nous avions réuni les DRH, les directeurs des ressources humaines d'un certain nombre de grands groupes. Exactement, nous avions profité de leur propre colloque pour passer une demi-journée avec tous les membres de cette association. Et nous avons eu, je dois dire, une bonne surprise. Moi, je craignais que les DRH soient un peu trop prudents, pour dire les choses publiquement, dans le recrutement de personnes épileptiques, et nous nous sommes aperçus que pas du tout. Les DRH, comment dire, jouaient le jeu avec une grande honnêteté intellectuelle et au contraire poussaient plutôt au recrutement d'épileptiques dès qu'ils considéraient que ceux-ci pouvaient occuper un travail. Donc on a eu des bonnes surprises, on en a quelquefois des surprises tout court, si j'ose dire. Nous avions fait un colloque sur faut-il annoncer, dévoiler son épilepsie. Là, il s'agit toujours du monde du travail, quand on est salarié dans une entreprise. Et le colloque a été absolument passionnant. Il n'a d'ailleurs pas conclu. C'est-à-dire qu'on a laissé à chaque personne épileptique salariée le soin de choisir entre la divulgation de sa pathologie ou au contraire le silence sur ce thème. Nous avons nous avons fait une vidéo de formation en collaboration avec la préfecture de police. Alors pourquoi? Parce que nous nous sommes aperçus que souvent les épileptiques qui faisaient des crises sur la voie publique étaient transférés quelques minutes plus tard dans des hôpitaux où on les retrouvait un peu cabossés par la police qui les avait pris pour des malfaiteurs, compte tenu de leur comportement un peu extraordinaire au milieu de la rue souvent. Et donc j'ai été voir le préfet de police que par chance je connaissais un petit peu, et je lui dis il faut en finir avec cette façon de traiter les jeunes épileptiques qui font une crise dans la rue. Et donc, nous avions convenu de créer une formation de tous les policiers que nous avons ensuite essayé d'étendre en région parisienne, que nous avons ensuite essayé d'étendre à la France entière, et qui reste d'ailleurs probablement à compléter ou à réanimer. On a fait aussi 2 enquêtes d'image et des campagnes d'affichage. Voilà, alors des campagnes d'affichage,
d'images dans le métro, dans les abribus, voilà, et puis des contacts avec le SAMU social, auquel j'ai participé très directement parce que j'avais la chance de connaître le patron du SAMU social de l'époque. Et, et on a constaté, hélas, ce qu'on redoutait, c'est le taux élevé d'épileptiques dans le monde des SDF, c'est-à-dire de gens ayant perdu un emploi et n'en retrouvant pas et perdant finalement tout appui au bout de quelques années de quelque structure que ce soit. Ça a été on peut dire, un choc pour nous. La Fondation a aussi participé à la création d'un CESAD dédié à Alors, l'épilepsie. nous avons créé un CESAD dans le 15e arrondissement, qui vit sa vie. Je crois que c'est Claire Cachera qui a poussé à la création de ce CESAD et qui y a fortement contribué, pour ne pas dire qu'elle l'a vraiment créé elle-même. Et Voilà. ensuite, on Nous a avons organisé organisé des concerts, 2 concerts, un Salgavo, pour les 20 ans de la Fondation, donc il y a 10 ans. et dans la mairie du 6e, avec d'ailleurs, je crois, Didier Van Kovler, dont tu auras un mot tout à l'heure, qui était présent, et l'écrivain qui a eu le concours il y a quelques années, bien connu, qui est devenu d'ailleurs le parrain de notre fondation. Et je le remercie. J'espère on lui enverra copie de cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Des événements sportifs en région, des randonnées en vélo, notamment des courses en vélo. Et je me suis aperçu que les épileptiques pouvaient parfaitement faire ce genre de course. Ça a mis à Marion Clignet, qui était une jeune Canadienne qui avait gagné, je ne sais plus quelle compétition, des Jeux Olympiques, je crois me souvenir, et qui était elle-même épileptique et qui ne répugnait pas à venir dire ce qu'elle vivait en tant que championne sportive et épileptique. Oui, et puis les événements sportifs se sont beaucoup développés depuis en région. Tout à fait. Et puis, il y a eu la déclinaison en France du Purple Day, qui va se tenir demain, le 26 mars. Ce sera grâce à Emmanuel et à ses adjointes, ce sera la 5e édition de ce Oui, tout à Purple fait. Day. Et puis, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. On est intervenu dans les écoles et les entreprises pour informer sur l'épilepsie. Les interventions dans les écoles et dans les entreprises, bien sûr, avec le désir de faire partager par le ministère de l'Éducation nationale notre souhait de faire en sorte que les enfants épileptiques profitent au maximum de l'enseignement sans être ostracisés dès les classes d'école, dès les classes de l'école communale ou du secondaire. Et je crois que nous avons fait progresser les choses dans ce domaine. Emmanuel il a été pour quelque chose d'ailleurs. Et puis, nous avons été présents sur la toile avec l'animation de pages Facebook et quelques autres. Nous avons aussi obtenu d'ailleurs le passage de vidéos dans les grands bulletins en amont ou en arrière des grands bulletins d'information sur les grandes chaînes, TF1 et les autres. Voilà, enfin, je résume, je cours sur mes choses. Bernard, il y a quelques participants qui voudraient que vous parliez un tout petit peu plus fort, si c'est possible. Oui, j'ai essayé. Merci. Alors, plus récemment, nous avons essayé de valoriser le vécu des patients avec en 2019 une campagne choc qui s'intitulait Cache épilepsie, très originale, qui a été largement reprise dans les médias et dont vous pourrez constater demain un certain nombre, voire un certain nombre de témoignages qui commenceront à tourner sur les réseaux en cette année anniversaire. Et puis, c'est aussi grâce à cette fondation que s'est créée la soirée caritative annuelle qui bénéficie de nombreux lots grâce à des partenaires sponsors. Alors, s'agissant des pouvoirs publics, autre grand volet de l'activité de la Fondation, la Fondation est toujours l'interlocuteur privilégié de ces pouvoirs publics. Et j'ai été les démarcher un certain nombre de fois, quitte je crois, aller finalement à me faire presque mal voir quand j'exagérais à leurs yeux, ce qui m'est arrivé quelques fois, je pense.
les épilepsies, nous avons obtenu avec d'ailleurs la Ligue contre l'épilepsie, en travaillant en parfaite harmonie, le fait, le fait que les épilepsies sévères soient considérées comme Affection- des affections de longue durée. des affections de longue durée, donc prises en charge par la sécurité sociale à 100%, et elles sont importantes à être considérées comme étant de cette nature. Donc ça a été une avancée très, très importante pour l'épileptologie. Et puis, nous avons assuré la fonction de secrétaire général du Comité national de l'épilepsie, du CNE, créé par tous les acteurs de l'épilepsie, c'est-à-dire France Épilepsie, la Ligue française contre l'épilepsie et quelques autres. Alors, beaucoup plus récemment, enfin à partir de 2015 surtout, s'est créée une task force qui a permis de faire bouger les choses pour en citer quelques-unes. La création de nouveaux actes en électroencéphalographie, le livret, alors très important, bon, tout est important, mais le livret avec l'éducation nationale, accueillir et accompagner un élève atteint d'épilepsie et essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas, comment dire, rejeté à la fois par la classe et les enseignants. Nous avons participé à un groupe de travail sur le parcours de soins à la Caisse nationale d'assurance maladie, et pareil, joué un rôle aussi dans les recommandations de celle-ci. Enfin, dans un groupe de travail au ministère de la Santé, auprès de la Haute Autorité de Santé, pour des recommandations sur la prise en charge de l'épilepsie, qui sont toutes récentes, puisqu'elles datent de la fin 2020. Voilà, donc un peu contre vents et marées, nous avons essayer d'avancer. Je ne suis pas sûr que nous ayons réussi à sortir l'épileptologie du statut de parent pauvre de la neurologie, mais nous avons fait quand même bouger les choses dans ce domaine, surtout avec l'appui, bien sûr, des neurologues et épileptologues proches de la Fondation. Et puis bien, il nous reste beaucoup à faire puisque les préjugés sur l'épilepsie perdurent et que chaque sondage ajoute à la liste des mauvaises nouvelles sur la façon dont l'épilepsie est considérée par le grand public, qui ne la regarde toujours pas avec des yeux amicaux ou à tout le moins compatissants. Donc nous avons encore beaucoup à faire dans ce domaine. Alors oui. Justement, vos souhaits pour l'avenir, Bernard. Donc, la Fondation a 30 ans. Quels sont, voilà, voilà. Pour les 30 ans qui viennent, quels sont vos souhaits par rapport à ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire? Je souhaiterais que la Fondation prolonge tout ce qu'elle a lancé et amorcé. Il y a de nombreux combats en cause, alors qu'elle recueille beaucoup plus de fonds pour financer davantage de projets de recherche et que ces projets soient innovants, et ils le sont maintenant, en utilisant plusieurs séances, et en permettant, en allant au lit du patient pour permettre rapidement des applications concrètes. Nous souhaitons également faire évoluer cet esprit discriminatoire sur l'épilepsie lié à la méconnaissance dans une large mesure de l'épilepsie, bon, qui bien entendu est une maladie spectaculaire, ça n'en empêchera jamais, sauf le jour où on la guérira complètement. Donc voilà, nous avons là beaucoup à faire. Je reviens une seconde sur le premier thème pour les projets de recherche. Lorsque la Fondation s'est créée, il y avait 3 ou 4 molécules pour 60 formes d'épilepsie. Il y en a maintenant une trentaine, je pense, 25 à 30. J'espère que d'autres sortiront qui permettront de traiter toutes les formes d'épilepsie, d'éradiquer complètement la maladie avec vraiment un peu de chirurgie dans certains cas. Nous souhaitons, au-delà de la fin des discriminations et de la méconnaissance de la maladie qui existe toujours, faire une grande campagne médiatique grâce au soutien des médias et de toutes les chaînes de télévision, les grandes radios, enfin un certain nombre de médias. Et puis que les autorités fassent de l'épilepsie une priorité, comme cela a été le cas pour Alzheimer, le cancer, ou d'autres pathologies, alors qu'en nombre de malades, l'épilepsie, hélas,
atteint ou dépasse ceux des pathologies que je viens de d'énoncer. 600 000 malades seulement en France. 650 000. 650 000. Oui, d'après les derniers chiffres qu'on a eus. Donc voilà, beaucoup de travail, de quoi stresser. Et je sais si nous avons pu stresser pendant toutes ces années sur plusieurs de ces thèmes. Et puis voilà, avancer, ne jamais se décourager, toujours mettre un pied devant l'autre, si j'ose dire, et plaider, et convaincre, et faire bouger les choses. Merci beaucoup, Bernard. Je sais que vous aviez, c'était un peu contraignant de faire l'exercice en un quart d'heure, mais on n'a que 5 minutes de retard par rapport au planning. Et on a très peu de questions pour l'instant, ou bien des questions très médicales qu'on prendra un petit peu plus tard. Alors, une question quand même, vous avez dit qu'au moment de la création de la fondation, vous saviez qu'il vous faudrait déplacer des montagnes. Pourquoi, et de manière générale, pourquoi est-ce que, ça fait partie des questions qui reviennent, pourquoi pensez-vous que c'est aussi difficile de mobiliser sur l'épilepsie ce qu'on constate tous les jours? Parce que d'abord, la maladie en elle-même a des aspects effectivement qui font peur d'une certaine façon. Certaines formes de crise d'épilepsie jouent ce rôle, hélas, vis-à-vis du grand public, et que ça ne rend pas, a priori, le regard des gens sur la pathologie compétissant. D'une certaine façon, on pourrait presque dire que la maladie se définit par le regard que portent ceux qui n'en sont pas atteints sur les malades. Hein, c'est un peu la théorie de Sartre dans d'autres domaines, qui considérait qu'un certain nombre de gens n'existaient que par le regard que portaient sur eux les étrangers. Alors, c'est un peu le cas pour l'épilepsie. Il faut continuer, bien sûr, à montrer objectivement que ces formes de maladies correspondent à des traumatismes internes, des circuits électriques qui se complexifient, ou peu importe. Il faudra démontrer que tout ceci sera un jour curé, qu'on avancera, qu'on guérira, puisqu'il s'agit de problèmes de courant électrique dans le cerveau, le raccordement, enfin un peu de choses sur lesquelles la science finira bien par déboucher sur des guérisons. Donc il faut montrer en attendant au grand public que la maladie n'est pas diabolique. Vous savez qu'en 10% des Français, si j'en juge par un sondage relativement récent, d'une année peut-être, presque, je crois que c'est 8 ou 9% des Français considèrent que l'épilepsie est une maladie diabolique. Enfin non, c'est diabolique. Surnaturel. Le dernier sondage montrait, et c'était 10%. Vous vous rendez compte? 8% en 2000 et 10% en 2018. 8%, ça veut dire 5 millions de Français. 5 millions de Français considèrent encore aujourd'hui qu'il y a des maladies surnaturelles. Et l'épilepsie est la principale d'entre elles. Donc, ceci pour vous dire qu'on a du chemin à faire pour faire évoluer le regard des autres sur l'épileptologie. Merci Bernard. Et autre question, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que vous créeriez de nouveau la fondation, ou est-ce que vous feriez certaines choses autrement? C'est une question pas gentille. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, je disais, si c'était à refaire, est-ce que vous recréeriez la fondation de la même façon? Ah, tout à fait. Tout à fait. J'essaierai de lui trouver davantage de moyens. Et bon, voilà, on s'est battu, on se bat. J'espère qu'un jour, effectivement, on obtiendra davantage de subsides. Et puis encore une fois, c'est une pathologie qui, en plus, je veux dire, est scientifiquement comment dire, complexe et extraordinairement intéressante. Elle fait appel à d'autres sciences. Les mathématiques et la physique ne sont pas très loin derrière la neurologie, enfin l'épileptologie, les travaux faits sur l'épileptologie.
Donc, j'espère qu'on trouvera des avancées sur la majorité des 60 formes d'épilepsie dans les années qui viennent, grâce à cet effort de recherche descendant, étant plus proche du lit du malade. Et voilà, et j'espère que la Fondation continuera à y contribuer. On a une question par rapport à ce qui se passe dans les autres pays d'Europe ou à l'international. Est-ce que, d'après vous, justement, à la fois la communication sur l'épilepsie et la façon de percevoir les patients est, d'après ce que vous en savez, différente dans les autres pays ou pas? Bon, l'impression, un peu plus que l'impression que j'ai au travers de réunions qui ont eu lieu dans le passé avec d'autres structures européennes de même nature ou américaines, une structure américaine, l'impression que j'ai, c'est que nous nous situons en bonne, comment dire, que nous apparaissons comme jouant notre rôle aussi bien que la plupart même peut-être mieux que la plupart des fondations européennes, mais enfin peu importe, c'est pas le fondement, c'est pas le nettement mieux qui est important. Ce qui est important, c'est le résultat. Et voilà, on a nos avancées nous mettent plutôt en peloton de tête des structures européennes de même nature, pas américaines, parce que importance de la population américaine et moyens financiers des Américains, les deux se conjuguant pour permettre à des équipes de recherche plus importantes, dotées de moyens supérieurs sur l'épileptologie. Tout à fait. Merci beaucoup, Bernard. On a d'autres questions, notamment des questions médicales qu'on prendra un petit peu plus tard après l'intervention de Bertrand de Toffol. Et puis, on a aussi deux questions sur les CESAD, le CESAD dans Paris, auxquelles on répondra par mail ou en direct sur le chat pour le coup, et on enverra de la documentation à ceux qui le souhaitent. Merci, Bernard. On vous retrouve à la fin pour les questions. Je vais passer la parole à Étienne, le président de notre conseil scientifique. Bonjour à tous. Étienne. Bonjour, je suis très content d'être là avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui est l'événement, le point de départ de cet anniversaire des 30 ans de la Fondation. Moi, ça fait un peu moins longtemps que je fais partie de la Fondation. J'ai rejoint le conseil scientifique il y a une dizaine d'années. Et en tant que scientifique assez éloigné de la réalité clinique, et en particulier de la réalité de ce que vivent les patients qui souffrent d'épilepsie, je dois dire que j'ai beaucoup appris pendant ces 10 années, grâce aux échanges que j'ai pu avoir avec les neurologues qui travaillent avec moi au sein du conseil scientifique, et puis grâce aussi aux membres de la Fondation qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur ce qu'était cette maladie. Et c'est vraiment 10 ans d'expérience où je me suis beaucoup enrichi sur le plan professionnel et personnel. Donc, si vous ne faites pas encore partie des amis de la Fondation, n'hésitez pas à rejoindre la Fondation, c'est une belle famille. On t'a bien converti, en fait, hein, au recrutement. Merci beaucoup, Étienne. Donc, si on revient, pareil, pour lancer ces 30 ans, on fait des bilans un petit peu dans tous les domaines d'action. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur 30 ans de financement de la recherche? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans en matière de recherche, et notamment de recherche financée par la Fondation? Alors, déjà, je pense que ce qui est important de voir, c'est que, indépendamment du travail de la Fondation, ces dernières 30 années, ça a été quand même 30 années presque de révolution, c'est-à-dire une croissance exponentielle des connaissances que nous avons pu accumuler sur la façon dont fonctionne le cerveau, et par voie de conséquence sur ce qui fonctionnait moins bien dans certaines pathologies, comme ce qui pouvait moins bien fonctionner dans le cas des épilepsies. Il y a eu des domaines dans lesquels les avancées ont été particulièrement spectaculaires. C'est par exemple celui de la génétique, qui a permis d'identifier un certain nombre de mutations qui sont responsables de différentes formes de l'épilepsie. Et puis aussi au niveau des méthodes d'exploration qui sont peut-être plus visibles par le grand public, c'est-à-dire par exemple l'imagerie cérébrale, qui ont beaucoup progressé pendant ces 30 dernières années et qui permettent maintenant aux médecins de poser des diagnostics un peu plus facilement et d'avoir une plus grande précision, notamment lorsqu'il s'agit de mettre en place une chirurgie. Mais tout n'est pas rose pour autant, c'est ça? Ben non, parce que malgré tous ces efforts de recherche, on est toujours avec 30% des patients
qui ne répondent pas aux médicaments disponibles, ce qui veut dire qu'on ne sait pas prendre en charge leur épilepsie et faciliter leur vie. Et en plus, et ça je l'ai découvert grâce à mes interactions avec les médecins du conseil scientifique, il existe encore des disparités territoriales importantes pour la prise en charge des patients. J'ai été surpris au moment où je suis rentré dans la fondation de voir que faire passer un EEG à des patients, ça pouvait parfois être difficile en France. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour que tout le monde ait accès aux soins de façon un peu plus égalitaire. Alors, pour ce qui concerne les projets que nous avons financés à la Fondation, comme l'a dit Bernard précédemment, on a financé plus de 100 projets qu'on peut réunir, qu'on peut classer en 6 grands axes de recherche. Premièrement, ceux qui ont à viser de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'apparition de la sévérité des crises. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des projets qui s'intéressent au mode de fonctionnement du cerveau. Donc, on ne sait toujours pas très bien comment fonctionne le cerveau, mais en tous les cas, on sait très bien maintenant quels sont les rouages qui permettent ce fonctionnement. Et donc, ça nous a fait apprendre si certains rouages fonctionnaient différemment ou dysfonctionnaient dans certaines épilepsies. Et c'est important parce que ça nous permet de définir ce qu'on appelle des cibles thérapeutiques, c'est-à-dire des molécules dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas bien dans l'épilepsie et qu'on peut ensuite essayer de cibler par des approches pharmacologiques. Et ça, c'est le deuxième groupe de projets que nous avons financés. C'est des projets qui étaient vraiment orientés sur des cibles qui avaient été préalablement définies et qu'il fallait valider pour essayer d'améliorer les traitements. Donc, ces deux premiers groupes, c'est des groupes de projets qui sont assez loin du lit du patient, on est très en amont, c'est essayer de définir, de mieux comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne dans l'épilepsie et voir comment on peut améliorer ce dysfonctionnement pour revenir à un fonctionnement normal. Alors, troisième groupe, c'est des groupes dont on a un peu parlé déjà, c'est par exemple la génétique ou l'épidémiologie qui sont déjà beaucoup plus près du patient, puisque là, on va essayer d'identifier des mutations ou des facteurs de risque qui contribuent à l'apparition des différentes formes d'épilepsie. Quatrième groupe, cher à notre président, à Bernard, c'est des groupes de projets qui étaient orientés vers la mise en place de techniques innovantes et dans lesquelles, en fait, nous avons fait rentrer ce que nous avons appelé dans notre jargon du conseil scientifique des projets d'interface, c'est-à-dire des projets qui essayaient d'aller chercher des gens d'autres disciplines, comme les mathématiciens, les physiciens, les chimistes ou les psychologues, de façon à ce que ces gens-là travaillent main dans la main avec des scientifiques, des neurophysiologistes ou des neurologues pour essayer d'amener des outils nouveaux qui nous permettent de poser de meilleurs diagnostics ou d'améliorer la vie des patients. Cinquième groupe de projets, c'est les projets qui étaient directement axés sur le contrôle de l'épilepsie. Et dans ce groupe-là, nous avons eu beaucoup de projets qui ont été, encore une fois, initiés par l'action de Bernard et qui visaient à aider les pays en voie de développement. Et donc, je vous présenterai un exemple tout à l'heure. Donc, c'était une action importante de la Fondation ces 10 dernières années. Et finalement, le dernier groupe de projets, qui était un groupe de projets important, qui était directement lié à la qualité de vie des patients, pour voir comment on pouvait améliorer cette qualité de vie et comment on pouvait améliorer la prise en charge des patients. Donc, tu as choisi de nous présenter les projets les plus marquants financés par la Fondation, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas tous marquants, mais il fallait faire un choix en tout cas pour ce premier webinaire, mais on aura l'occasion de revenir en détail sur certains projets. Je ne sais pas si ce sont les plus marquants, mais j'ai voulu faire un choix pour vous donner quelques exemples qui vous montrent l'éventail sur lequel nous avons agi à la Fondation. Et le premier, je pense que c'est peut-être le plus difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas bien le fonctionnement du cerveau. C'est un projet qui avait été financé en 2013 et qui était porté par Christoph Heinrich, qui était à l'époque un jeune scientifique recruté à l'Institut de neurosciences de Grenoble et qui a eu une idée un peu ambitieuse
dans le cerveau, vous avez des neurones. Tout le monde sait ce que sont les neurones. Ce sont les cellules qui émettent des potentiels d'action, qui font de l'électricité, qui permettent aux différentes neurones de communiquer entre eux. Puis il y a d'autres cellules à côté qu'on appelle les cellules gliales, qui sont des cellules de support, pour simplifier. Et ces cellules de support, ces cellules gliales, elles sont elles aussi touchées par l'épilepsie. Et des fois, c'est plutôt une action délétère, c'est-à-dire c'est une action qui ne va pas être favorable à la résolution de la maladie. Et donc, Christoph Heinrich a eu une idée qui était d'essayer de reprogrammer ces cellules gliales pour en faire des cellules qui allaient aider à la résolution de la maladie. Donc, il a, par des approches qu'on peut assimiler à la thérapie génique, changé le devenir de ces cellules gliales pour en faire devenir des neurones, c'est-à-dire qu'il a transformé ces cellules gliales en cellules, en neurones, qui avaient des propriétés qui allaient freiner le développement des crises. Donc ça, c'est un projet évidemment qui est très en amont, qui a été fait sur des modèles au laboratoire. Il y a encore énormément d'étapes à franchir pour pouvoir mettre ça, donner ça comme solution thérapeutique aux patients, vous pouvez bien l'imaginer. Mais je voulais présenter ce projet parce que c'est vraiment un projet qui est très fondamental et qui vous explique un peu comment on peut faire avancer la science pour, in fine, un jour, essayer de pouvoir guérir l'épilepsie. Alors, deuxième exemple de projet. Alors ça, c'est un exemple, c'est le premier exemple que je voudrais vous présenter, qui est un projet de ce qu'on a appelé des projets d'interface, qui a réuni une chimiste et une neurophysiologiste. Donc la neurophysiologique, Federica Bertazzo, qui travaille à Montpellier, avait identifié une molécule qui pouvait agir comme un frein justement sur les crises d'épilepsie. Cette molécule, c'est un récepteur qui assure la communication entre les différents neurones, qui s'appelle mGlu7. Et elle a eu l'idée de contacter Francine Hacher, qui est une chimiste qui travaille à l'Université Paris-Descartes et qui travaille depuis longtemps sur justement le développement de molécules qui peuvent avoir des actions dans les pathologies du système nerveux central. Et donc, toutes les deux, elles ont réussi à mettre au point de façon originale une nouvelle molécule dont elles ont pu montrer, encore une fois sur un modèle en laboratoire, qu'elle permettait de réduire les crises. Donc là, c'est un peu moins science-fiction que le projet précédent, puisqu'on voit qu'on arrive avec une molécule et que potentiellement, ça peut aussi déboucher sur des projets cliniques. Excuse-moi, je suis allée trop vite. Non, pas de problème. Troisième projet. Troisième projet, un peu plus classique, celui-ci, puisque c'est la génétique, on en a déjà parlé, c'est le projet de Mathieu Mille, qui à l'époque où il a été financé par la Fondation en 2009, était un jeune médecin qui a un parcours intéressant parce qu'il s'est tout de suite intéressé à la recherche, aussi pas uniquement clinique, mais à la recherche fondamentale. Et grâce au soutien de la Fondation, il a pu identifier 5 nouvelles mutations génétiques qui sont responsables du syndrome d'Ohtahara, qui est une des formes des encéphalopathies épileptiques précoces, donc qui touchent les enfants très tôt au cours de leur développement. Dans les échanges que nous avons eus avec Mathieu, il a souligné le fait que c'était la première aide qu'il recevait pour développer ce projet, et que ça lui a permis d'ensuite recevoir d'autres aides, et notamment ça lui a permis de mettre au point un modèle de laboratoire grâce auquel il a pu découvrir des mécanismes qui étaient dysfonctionnels dans cette maladie particulière. Et donc, je trouve que c'est un beau parcours, parce que c'est à la fois un médecin qui va vers la recherche fondamentale pour avancer dans sa pratique médicale. Alors là, on revient vers les projets d'interface. C'est un projet qui a été financé il y a très longtemps maintenant, en 1999. Je pense que c'est un projet qui est cher à Bernard Hezambert. C'est celui de Michel Le Van Cuyen, qui travaille à Paris, et qui a été un des premiers, je pense que c'était extrêmement novateur effectivement à l'époque, à appliquer de nouvelles méthodes mathématiques pour analyser les signaux des électroencéphalogrammes. Et grâce à cette analyse particulière, nouvelle qu'il a développée, il pouvait prédire à quelques minutes à l'avance la survenue de crise. Donc ça, c'est quelque chose qui évidemment porte un potentiel important, puisqu'on en reparlera, on pourra sans doute en reparler après. On peut imaginer des dispositifs embarqués, c'est-à-dire des capteurs, et c'est ce que d'ailleurs développe actuellement Michel Le Van Cuyen, pour lequel la Fondation lui a apporté récemment un nouveau soutien,
de façon à ce que les patients puissent avoir des EEG beaucoup plus discrets que ceux auxquels ils sont confrontés à l'hôpital, sous la forme d'écouteurs. Et on peut imaginer que ça va permettre d'améliorer la vie des patients, de prévoir les crises. Oui, ce qui est toujours un sujet qui revient beaucoup, hein, comment faire pour prédire les crises ou à défaut de pouvoir complètement les éviter. Autre exemple d'avancée financée par la Fondation? Donc ça, c'est l'axe des projets qui concernent le contrôle de l'épilepsie et qui est un projet correspondant à notre appel d'offres de soutien aux pays émergents. C'est un projet porté par le docteur Nguyen qui travaille à l'université médicale de Ho Chi Minh Ville et qui a reçu une aide de la Fondation pour adapter le régime cétogène, qui est un régime qui est déjà utilisé dans les pays occidentaux, mais l'adapter aux habitudes alimentaires au Vietnam. On vient de recevoir les premiers résultats de cette étude qui sont extrêmement encourageants puisqu'ils ont pu enrôler, je crois, 28 enfants dans ce programme. Et donc, il y en a 18 qui ont pu être soumis au régime cétogène jusqu'à au-delà de 3 mois. Et sur ces 18 enfants, les 2/3 d'entre eux ont eu une baisse significative de leur crise d'épilepsie. Je pense pour 6 d'entre eux, la disparition totale des crises. Donc, c'est vraiment des données, des résultats extrêmement encourageants. Et cette action va être continuée et amplifiée au Vietnam. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important. Dernier exemple, qui est encore totalement différent, c'est l'axe 6, qui est les projets soutenus par la Fondation pour améliorer la qualité de vie des patients. Et c'est un projet qu'on vient de financer dans l'appel d'offres 2019, qui est porté par Adine Daigremont à Rennes, et qui se propose en fait d'exploiter les données qui sont dans le système national des données de santé pour étudier en détail comment se passe le parcours en fait, de soins des patients dans les différentes régions françaises, de façon à faire des recommandations sur la prise en charge afin d'assurer l'égalité territoriale dont je vous parlais tout à l'heure et de minimiser les ruptures dans la chaîne de soins et de réduire les mauvaises pratiques dans les centres qui sont pas les grands centres d'études et de soins de l'épilepsie. Donc, c'est un autre pan des soutiens de l'épilepsie pour lequel aussi la Fondation a fait beaucoup d'efforts pour soutenir ce type de projet. Et donc, quel avenir du coup pour la recherche sur l'épilepsie? Même question un peu qu'à Bernard. Voilà, on a financé beaucoup de choses. Encore une fois, au cours des prochains webinaires, on entrera plus dans le détail sur certains points de recherche. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux attendre dans 30 ans, où on se rend dans 30 ans, et aussi pourquoi avons-nous plus que jamais besoin de continuer à être soutenus pour que la Fondation continue à financer de plus en plus de projets? D'abord, je voudrais dire que je ne sais pas si tout le monde en est conscient, mais le temps de la recherche est très très long, malheureusement pour les patients quand on travaille sur la recherche qui touche les pathologies. Et il est toujours très difficile de prévoir et de diriger les recherches pour savoir, en sachant quelles sont celles qui vont être efficaces plus tard. Mais on a quand même maintenant un certain nombre de données qui nous permettent de dire, par exemple, que nos connaissances sur la structure des molécules qui sont les briques de fonctionnement du cerveau, les rouages du cerveau, nous permettent de définir avec beaucoup plus de précision les molécules que l'on pourrait donner pour soigner les patients. C'est l'exemple que je vous ai présenté avec le projet de la chimiste et la neurophysiologiste. C'est vraiment nos connaissances sur la structure des molécules qu'on a dans le cerveau qui a permis à Francine Hacher de trouver quelle pouvait être la meilleure molécule qui allait se lier à cette molécule qui dysfonctionnait dans le cerveau. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va arriver très vite. Et je pense qu'on va pouvoir avoir des médicaments antiépileptiques beaucoup plus efficaces et beaucoup plus ciblés, qui auront moins d'effets secondaires. Donc ça, je pense que c'est moins de 30 ans. Évidemment, il y a encore des barrières à passer. C'est toujours compliqué pour passer à la clinique. Il y a les problèmes de toxicologie. Il faut arriver à rentrer dans le cerveau. Mais c'est quelque chose qui est à moyen terme, je dirais.
Le gros boom actuel, évidemment, c'est comme dans toute la médecine, c'est la médecine personnalisée. Et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était la possibilité d'avoir des dispositifs embarqués qui vont permettre le suivi en temps réel de paramètres de la physiologie ou de la pathologie, comme l'apparition de biomarqueurs dans le sang ou d'un suivi de l'EEG alors que le patient vit sa vie normale avec ses écouteurs EEG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, avec les progrès immenses des mathématiques, de l'informatique et du traitement des données. Et je pense qu'on va pouvoir arriver à améliorer énormément la vie des patients. Alors, c'est des choses qui sont en train d'apparaître. Nous avons reçu à la Fondation pas mal de 3-4 projets qui nous demandaient notre avis, notre soutien pour aller dans ce sens-là. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va, en tous les cas, pour le suivi de la maladie, et va arriver très vite. Oui, c'est l'application, on en parlait il y a 1 an et demi lors du dernier colloque de la Fondation, c'est l'application de l'intelligence artificielle à une meilleure prise en charge de l'épilepsie. Et c'est vrai que quand on en a parlé lors du colloque il y a 2 ans, je crois, c'était un peu tôt. Et on voit là inversement qu'on a beaucoup de sollicitations sur le sujet. Donc voilà, ça avance. Après, encore faut-il que ça avance et que ça soit efficace, mais on suit ça de très près. C'était ton point d'après. Oui, non, mais en fait, ça va dans ce sens-là. Je pense que la puissance de calcul des machines qui sont à notre disposition maintenant permet d'envisager effectivement, grâce à ces dispositifs embarqués, d'avoir non plus un suivi, mais une analyse en temps réel de ce qui se passe et par exemple, la prédiction des crises. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui va arriver. Et donc ça, je pense que ça peut énormément aider les patients et les prévenir qu'une crise peut survenir. Bon, savoir quelle va être la durée entre le moment où on sera capable de prédire et la survenue des crises, c'est encore en discussion, c'est quelques minutes pour l'instant, mais on peut imaginer qu'il puisse y avoir d'autres marqueurs que le EEG pour le prévoir un jour. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va… C'est un plus long terme, mais je pense qu'on peut l'imaginer arriver bientôt. Évidemment, si on peut prévoir, peut-on contrôler? Et donc, pour contrôler, il faudra avoir une action en retour, c'est-à-dire que le matériel embarqué nous dira « attention, une crise va survenir ». Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour contrôler et éviter l'apparition de cette crise? Alors, il y a différentes approches qui sont actuellement développées. Il y a des projets actuels sur des applications locales de médicaments, c'est-à-dire des espèces de mini-réservoirs ou mini-pompes qui seraient implantées chez les patients et qui pourraient délivrer des médicaments localement au voisinage du foyer épileptique de façon à essayer de contrôler cette crise. Alors, là, on est sur un temps encore long, on n'y est pas encore, mais c'est des choses qui sont en cours d'étude et qui sont envisageables. Et encore plus long, évidemment, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la thérapie cellulaire, si vous voulez. C'est là aller directement modifier les cellules qui dysfonctionnent dans le cerveau avec des outils génétiques pour changer les choses et vraiment soigner. Là, je pense qu'on est sur une échelle de temps qui va effectivement vers les 30 ans. Et pour conclure, je voudrais dire que tout ça ne sera possible que si nous continuons l'effort à la Fondation. Nous sommes très en faveur de cet effort et nous l'avons soutenu. Des interactions entre la neurologie, la neurophysiologie et les autres disciplines scientifiques, comme la chimie, la physique, les mathématiques, l'informatique, l'intelligence artificielle, mais aussi les sciences humaines et sociales. Je pense qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les connaissances pour apporter des regards nouveaux sur la façon dont on peut générer de nouvelles solutions pour les patients et essayer d'améliorer leur vie et éventuellement, ce qu'on n'arrive pas à faire sauf chirurgie actuellement, de soigner l'épilepsie sans avoir à faire un acte chirurgical. Merci beaucoup, Étienne, pour cette
Présentation très intéressante. On a eu pas mal de réactions. Alors là aussi, pas mal de questions médicales qu'on posera à Bertrand après son intervention. Une question sur la recherche, Étienne. C'était une question générale qui était posée. C'était au final, est-ce que vous trouvez que la recherche sur l'épilepsie a avancé depuis toutes ces années? Et le corollaire de cette question était, est-ce que ça peut s'aggraver avec le temps, l'épilepsie d'un patient ou pas, ou est-ce qu'on ne sait pas, ou est-ce que ça dépend? Alors, oui, je pense que ça peut s'aggraver. D'abord, il y a des formes qui se déclarent assez tardivement, mais ça, je pense que Bertrand pourra en dire plus. Ce que la recherche a apporté, c'est ce que je disais en introduction, en fait. Actuellement, elle a apporté énormément de connaissances sur ce qui dysfonctionne dans le cerveau. Mais on n'en est pas encore à avoir la capacité de corriger ce dysfonctionnement. Et donc ça, c'est la grande frustration. C'est le temps long nécessaire à passer de la partie recherche fondamentale à l'efficacité clinique, pour tout un tas de raisons. L'épilepsie n'est pas seule dans ce cas-là. Il y a très peu de nouveaux médicaments qui sont apparus sur le marché pour soigner les pathologies du cerveau. Mais effectivement, c'est extrêmement frustrant pour les chercheurs, pour les médecins et encore plus pour les patients de voir que malgré les investissements consentis, ça prend énormément de temps pour arriver. Je pense qu'on a une période où les choses changent et où, grâce aux avancées technologiques, on peut faire maintenant une recherche clinique beaucoup plus efficace et interventionniste qui peut-être permet de se passer de la recherche fondamentale. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la recherche fondamentale, mais ça veut dire que sur les avancées de la recherche fondamentale il y a 10-20 ans, la clinique maintenant commence à avoir des moyens pour monitorer, pour suivre l'évolution de la maladie et pour essayer d'intervenir qui sont beaucoup plus efficaces. Et je pense encore une fois au développement de l'intelligence artificielle qui permettent d'analyser beaucoup plus de paramètres en parallèle, de proposer des modèles pour voir comment on peut agir et intervenir pour soulager les patients. Donc, je pense que là, ce n'est pas tant la biologie, la neurologie qui va nous apporter quelque chose, mais c'est vraiment les avancées dans le domaine des mathématiques, de l'informatique et de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de changer quelque chose à la vie des patients. Alors justement, dernière question pour toi sur ce sujet. On a un peu de retard, mais pas trop pour l'instant. Une question qui concerne l'intelligence artificielle et qui te demande si, d'après toi, la chirurgie liée à l'intelligence artificielle, comme cela a priori se pratique à la PHM, est plus efficace que la chirurgie classique sans intelligence artificielle. Je pense que alors, ce qui se passe à Marseille, c'est un projet extrêmement ambitieux et vraiment très beau. Je pense que pour l'instant, ils ont commencé un essai clinique, je crois. Donc, on va voir assez vite ce qui va se passer. En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils recréent virtuellement le cerveau des patients pour voir où il faut intervenir. Donc, je pense que effectivement, je pense que ça va améliorer les choses et ça va énormément aider les médecins et les chirurgiens à être beaucoup plus précis pour savoir quelles sont les zones qu'il faut resséquer, qu'il faut enlever pour éliminer l'épilepsie. Donc, je pense que les résultats, il faut attendre les résultats de ces essais, mais je suis assez enthousiaste et optimiste sur la capacité, peut-être pas ce coup-ci, mais très bientôt, et j'espère que ça sera ce coup-ci évidemment, d'avancer dans ce sens-là. Je pense que c'est un très très beau projet qui encore une fois révèle l'intérêt de faire travailler ensemble des gens qui viennent d'horizons différents. Et c'est porteur d'espoir. Mais c'est ce que j'allais dire, ce que tu nous dis est porteur d'espoir. Merci beaucoup, Étienne. On reprendra d'autres questions à la fin aussi. Je vais passer la parole à Bertrand de Toffol. Bertrand, vous êtes avec nous? Oui. Oui.
Donc Bertrand de Toffol, qui, comme je le disais tout à l'heure, est depuis 20 ans proche de la Fondation, qui était neurologue épileptologue à Tours et qui est depuis 4 ans maintenant, Bertrand? 3 ans, 4 ans? Oui, 3 ans. 3 ans à Cayenne, en Guyane. Donc, merci de nous avoir rejoints avec, malgré le décalage horaire, etc. Et donc, le but de votre présentation et de votre participation est de nous présenter voilà, quelles sont les avancées dans la prise en charge de l'épilepsie depuis ces 30 années d'action de la FFRE. Donc, en 10 minutes, pour traiter cette question très vaste, je vais essayer de me concentrer sur les éléments les plus marquants, en disant que depuis 3 ans, on a maintenant une nouvelle classification des crises épileptiques, une nouvelle classification des épilepsies, dont je vais vous dire un mot parce qu'elle illustre la manière dont les concepts ont changé dans la prise en charge d'une personne épileptique. La suivante, on décrit maintenant, les formes de crise sont très variées. Hein. La crise généralisée tonico-clonique, c'est la plus connue, mais ce n'est pas les formes de crise les plus fréquentes. Donc, je suis désolé, ces diapositives sont en anglais, mais la communauté internationale utilise l'anglais comme vecteur de communication. Et donc maintenant, pour décrire les crises, de telle sorte que ce ne soit pas uniquement les médecins qui les décrivent, mais les témoins, la famille, les travailleurs sociaux, on va décrire les crises en disant, est-ce qu'il y a des mouvements anormaux pendant une crise? Oui, non. Est-ce que le sujet est conscient de ce qui se passe pendant la crise? Oui, non. Et on va décrire ainsi des symptômes qu'on peut observer. Et ça va permettre d'être beaucoup plus opérationnel dans le recueil des données et de mieux classer ce qui est observé. La suivante, beaucoup plus important, je vais passer quelques minutes sur cette diapositive, c'est maintenant la classification internationale des épilepsies. Alors, l'élément le plus important dans cette classification, c'est qu'on a un algorithme de prise en charge. Hein, on décrit le type de crise. Ensuite, on va pouvoir classer l'épilepsie en fonction du type de crise. Et puis, on va retrouver des regroupements. Hein, Bernard Reisenberg disait qu'il y avait plus de 60 formes d'épilepsie. Et finalement, avec la description des crises et l'électroencéphalogramme et l'imagerie, on va pouvoir cataloguer précisément la forme de l'épilepsie, ce qui va permettre d'orienter le traitement, de prédire le pronostic, en sachant que l'important, c'est les comorbidités. C'est-à-dire les réseaux qui supportent les crises épileptiques sont également les réseaux qui supportent la cognition, sont également des réseaux qui supportent l'humeur. Et donc, quand on analyse le problème d'une personne qui fait des crises épileptiques, on doit s'intéresser globalement à sa cognition. Est-ce que la mémoire fonctionne? Est-ce que les capacités d'abstraction fonctionnent? Et on doit s'intéresser également à la dimension psychologique. Est-ce qu'il y a un trouble dépressif? Est-ce qu'il y a un trouble anxieux? Bref, l'approche globale fait que maintenant, théoriquement, quand on évalue une épilepsie, on ne peut pas le faire indépendamment de la cognition et de l'évaluation psychologique. Quand on cherche les causes de l'épilepsie, non, la précédente encore, pardon. Quand on cherche maintenant les causes de l'épilepsie, elles sont regroupées sur la partie droite de cette diapositive. On sait qu'une épilepsie peut avoir une origine génétique. Alors, Étienne Audina vous a parlé des progrès très importants. Il y a une explosion de la génétique dans l'épilepsie qui permet vraiment de comprendre certaines formes, notamment qui débutent très tôt dans la vie. Il y a des causes structurelles. Je vais vous dire un mot dans un second temps de l'imagerie qui a fait des progrès, comme cela a déjà été dit. Et il y a également des causes immunologiques qui étaient inconnues il y a 10 ans ou 15 ans et qui maintenant commencent à être particulièrement étudiées. Et donc, ce tableau, vous voyez, il y a des flèches un peu partout, mais en gros, ça résume les progrès réalisés depuis 30 ans, approche globale, cognition, état psychologique, un certain nombre de facteurs causaux qui, il y a 30 ans, étaient balbutiants. Hein, la génétique et l'immunologie étaient vraiment très, très peu développées. Et finalement, ça permet d'avoir une approche qui permet de dire, voilà quelle est la forme des crises, voilà quelle est la forme de l'épilepsie. La suivante. Alors, un élément majeur aussi dans les progrès, ça a été
le développement de la vidéo-EEG. Pour explorer une épilepsie, on enregistre avec une caméra le comportement clinique du patient et on synchronise l'électroencéphalogramme avec l'image clinique. Donc, on enregistre. Maintenant, les personnes restent une semaine, jour et nuit. Ils sont enregistrés avec des outils portables. Enfin, les électroencéphalogrammes sont légers, sont confortables. Les caméras sont infrarouges la nuit pour qu'on puisse filmer quand la lumière est éteinte. Et en développant ces outils diagnostiques, on s'est aperçu que un grand nombre de personnes qui étaient considérées comme souffrant d'une épilepsie, en fait, n'avaient pas d'épilepsie. Dans les centres, la diapositive suivante, dans les centres de chirurgie de l'épilepsie, quand on enregistre les patients pour essayer de les opérer, la suivante encore, on reviendra sur celle-ci après, quand on enregistre les patients dans les centres de chirurgie de l'épilepsie, on s'aperçoit que jusqu'à 20% des patients font des crises qui ressemblent à des crises d'épilepsie, mais qui n'en sont pas. Hein, le diagnostic différentiel d'une crise généralisée, c'est les crises psychogènes et les syncopes. Et aussi étrange que cela paraisse, beaucoup de diagnostics d'épilepsie sont portés par excès ou étaient portés par excès par le passé. Donc, c'est un élément important d'évaluation clinique. Alors, la diapositive précédente, ce que je vous expliquais sur s'intéresser à la cognition, à l'état psychologique, la Ligue internationale contre l'épilepsie a développé des outils d'évaluation standardisés. Étienne Odina a insisté sur la disparité de la prise en charge de l'épilepsie en France. Et il est important, par exemple, qu'une neuropsychologue, une orthophoniste qui va évaluer une personne épileptique sache ce qu'elle doit faire comme test pour arriver à une évaluation correcte du problème. Et vous voyez, sur la partie droite de la diapositive, vous avez un certain nombre de domaines qu'il faut explorer avec des outils qui sont standardisés, qui sont validés en français et qui permettent de dire, voilà, j'ai testé une personne sur le plan cognitif et psychologique et ce que j'ai fait correspond à l'état de l'art actuel. La suivante. La suivante. Alors, là aussi, ça a été mentionné par Étienne tout à l'heure. Vous avez sur la partie gauche de cette diapositive une IRM des années 95 et sur la droite, une IRM 3 Tesla qui correspond aux outils actuels. Avec les progrès de l'imagerie, vous avez une bien meilleure définition de l'intérieur du cerveau et on voit aujourd'hui sur les IRM des choses qu'on ne voyait pas il y a 15 ans. Ce qui veut dire d'ailleurs que parfois, il faut savoir refaire une IRM quand elle a été considérée comme normale. Un autre point très important dans l'imagerie, vraiment pour un clinicien comme moi, c'est capital. Beaucoup de personnes viennent avec des IRM considérées comme n'expliquant pas l'épilepsie, et en fait, il manque des séquences d'analyse du cerveau qui sont spéciales à l'épilepsie. Donc, on a maintenant, la suivante, un protocole d'analyse de l'imagerie qui a été publié par la Haute Autorité de Santé. Et là encore, quel que soit l'endroit du territoire, quand on met sur un bon d'IRM protocole HAS épilepsie, le radiologue va automatiquement faire toutes les séquences qui sont nécessaires à l'analyse d'une épilepsie. De la même manière, il y a des recommandations de bonnes pratiques qui sont largement diffusées, qui permettent de savoir comment prendre en charge une première crise. Alors, j'ai donné l'exemple ici de l'adulte, mais ces recommandations existent aussi pour l'enfant. Et donc maintenant, tout médecin, tout urgentiste qui voit arriver une première crise, il a des procédures d'évaluation, des procédures d'orientation vers le spécialiste pour éviter de perdre du temps, comme cela était malheureusement le cas fréquemment par le passé. La suivante. Je n'ai pas utilisé d'image pour parler de ces deux points qui ont déjà été abordés, mais on fait aujourd'hui un webinaire et on a des systèmes de développement, d'analyse des crises, de connexion du patient, de systèmes d'alerte qui sont très importants. Et ce que disait Bernard Eisenberg sur les traitements disponibles,
La diapositive suivante est illustrée par la suivante. Voilà. Vous avez sur ce schéma, non, la précédente, voilà. Vous avez sur ce schéma en abscisse les années. Vous voyez, ça commence à 1850 et ça s'arrête à 2010. Et en ordonnée, le nombre de médicaments disponibles. Alors, le phénobarbital, c'est 1912. Les bromures, c'est 1858. On avait des traitements envoyés par le passé, mais on n'avait que ça. Et puis, à partir des années 30, on a commencé à développer un certain nombre de médicaments. Et vous voyez l'explosion des molécules qui sont actuellement en train d'être développées. On en a de plus en plus, le cannabidiol. Certains médicaments, d'ailleurs, sont antiépileptiques sans avoir d'effet sur les crises. Mais ils sont antiépileptiques parce qu'ils agissent sur la cause de l'épilepsie, notamment dans certaines maladies comme la sclérose tubereuse de Bonneville. Ce médicament, la lévérolimus, qui est un anticancéreux, s'oppose au développement des lésions qui fabriquent l'épilepsie. Donc, vous voyez, on a véritablement des progrès thérapeutiques qui sont très importants, en sachant malgré tout que le nombre de patients qui sont pharmacorésistants, c'est-à-dire qui continuent à faire des crises en dépit du traitement, a tendance à rester relativement stable. Donc, si je résume les choses pour rester dans mes 10 minutes, 1, la manière dont la communauté internationale classe les épilepsies tient compte de la personne globale. Les réseaux cognitifs et les réseaux qui supportent l'humeur sont communs aux réseaux qui fabriquent les crises, et donc il faut évaluer l'ensemble. On a maintenant des protocoles radiologiques, vidéo-EEG bien standardisés qui permettent d'explorer une épilepsie de manière satisfaisante et qui permettent d'en préciser la forme et le pronostic. Alors, j'ai vu passer une question à laquelle je vais répondre tout de suite. Sur la maladie d'Alzheimer, le nombre de personnes épileptiques augmente beaucoup en France parce que l'âge est un facteur de risque important. Plus les personnes vieillissent, plus elles sont à risque de développer une épilepsie parce que les deux causes principales d'épilepsie du sujet âgé, c'est les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez, dans la maladie d'Alzheimer, les réseaux qui se détériorent pour la cognition sont ceux qui vont fabriquer des crises de manière de plus en plus fréquente. Et le nombre de personnes épileptiques va augmenter considérablement dans les années qui viennent du fait du vieillissement de la population. Voilà, je suis désolé d'avoir été aussi concis, mais Emmanuel ne m'a donné que 10 minutes. Et donc, j'ai essayé de faire au mieux dans ce laps de temps. Et encore, vous avez pris un petit peu plus, mais vous avez beaucoup de questions. Merci beaucoup, Bertrand. Il y a beaucoup de questions qui vous concernent. Alors, l'une de ces questions concerne bien sûr le cannabidiol et c'est une question qui nous revient très souvent sur nos réseaux sociaux. Que pouvez-vous nous en dire sur, voilà, est-ce que le cannabidiol est d'abord, le cannabidiol est-il le cannabis? C'est une question qu'il y a quand même de temps en temps. Et puis voilà, est-ce que le cannabidiol est le médicament miracle pour l'épilepsie? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? J'ai vu, Bernard, que vous aviez une question aussi. Mais, Alors, sur le cannabidiol, alors, il ne faut pas confondre cannabidiol et pétard. Le cannabidiol, c'est un des composés, mais c'est une substance qui a été développée d'abord chez l'enfant, où on s'est aperçu que certaines épilepsies sévères de l'enfant pouvaient être améliorées par une molécule contenue dans le cannabis, mais qui n'a rien à voir avec ce qui donne les effets euphorisants. Et en ce moment, d'ailleurs, en France, la prescription qui était limitée jusqu'à présent à certaines épilepsies sévères de l'enfant, une étude va être lancée dans certains centres d'épileptologie nationaux par l'Agence nationale du médicament pour le tester dans les épilepsies pharmacorésistantes de l'adulte. Donc finalement, c'est une molécule qui est autorisée aux États-Unis actuellement, qui n'est pas encore autorisée en France, qui le sera probablement prochainement, qui a un intérêt dans le traitement des crises épileptiques. Alors, il faut pas croire que quand on prend du cannabidiol, on va avoir l'effet du hashish. Vous voyez, c'est une confusion qu'il faut supprimer.
Merci. Autre question sur les traitements. On demande si le régime cétogène est efficace aussi sur les adultes. Non, le régime cétogène, il est vraiment réservé à certaines épilepsies sévères de l'enfant. Et en fait, c'est un régime qui est extrêmement déséquilibré, qui comporte que des graisses. Et il n'a pas d'efficacité chez l'adulte qui a une épilepsie pharmacorésistante. Et il a des conséquences métaboliques qui sont non négligeables. Donc, c'est vraiment un moyen de traitement très particulier, réservé à certaines épilepsies pharmacorésistantes de l'enfant. Merci. Bernard, vous aviez une question? Oui, juste un mot, Bertrand Toffel oublie de dire qu'il a été l'un de ceux qui ont transformé le comportement des neurologues épileptologues vis-à-vis de leurs patients. Moi, je me souviens très bien quand j'ai appris l'épilepsie de mon fils, c'était le professeur Icardi qui me l'avait annoncé. Il me l'a annoncé avec une sécheresse extraordinaire. Je veux dire, le verdict a duré 30 secondes et sur ces 30 secondes, je veux dire, j'ai appris ce qu'allait être ma vie pendant quelques décennies supplémentaires par rapport à cette réunion. Et je me souviens qu'avec Bertrand Toffel, on en avait parlé plusieurs fois et on s'était dit qu'il fallait faire bouger les choses et faire en sorte que le comportement des neurologues soit un peu plus chaleureux, un peu plus ouvert, un peu plus compatissant. Et ben, tout cela s'est fait et je crois qu'aujourd'hui, les parents d'enfants épileptiques bénéficient de l'amélioration de ce regard, grâce en particulier à Bertrand. Merci Bernard. Autre question, Bertrand, sur le Covid et l'épilepsie. On avait peu de chance que la question ne se pose pas. Est-ce qu'il y a des risques supplémentaires quand on souffre d'épilepsie d'attraper la Covid, pardon, et est-ce qu'il y a des risques aussi liés à la vaccination? Alors, pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que l'épilepsie, il y a un spectre qui s'étend de la personne parfaitement normale qui, avec un traitement, ne fait pas de crise, qui est insérée dans la vie. Et puis, à l'autre extrême, vous avez la personne gravement handicapée qui est dans un centre spécialisé, qui est gravataire. Donc, l'épilepsie, quand elle s'accompagne d'un handicap cognitif, c'est un facteur c'est des gens vulnérables pour lesquels on peut proposer la vaccination. Après, une grande majorité de personnes, 70% des personnes épileptiques font plus de crise et sont comme vous et moi. Donc, la réponse à cette question, elle est forcément personnalisée. Maintenant, le fait d'avoir une épilepsie ne fait pas courir plus de risques pour attraper le Covid. Je pense que le mieux pour éviter d'attraper le Covid, c'est d'avoir ses gestes barrières, son masque et son gel. Hein. Donc, en pratique, on peut vacciner. Il faut toujours prendre le conseil du médecin qui suit la personne, mais globalement, de manière générale, on peut vacciner sans problème une personne qui a une épilepsie. Merci. Et dernière question avant de passer la parole à Monsieur Opnaud. Que pensez-vous des personnes qui sentent leur crise arriver? Ce sont, à ma connaissance, c'est ce qu'on appelle les orins, mais ça ne concerne pas toutes les épilepsies, c'est ça? Voilà, alors ce sujet a déjà été abordé de manière scientifique avec les travaux mathématiques. Avec des mathématiques non linéaires, avec des mathématiques chaotiques, on peut prédire la survenue d'une crise jusqu'à 7 minutes avant qu'elle arrive parce qu'il y a des modifications détectables du signal EEG. Alors, certaines personnes, certains chiens ont été développés pour anticiper la survenue d'une crise. Donc, c'est un domaine qui est actuellement en train d'être creusé et je crois qu'il faut attendre un petit peu avant de donner des réponses définitives, mais il y a très certainement une anticipation dans certains cas. Ça peut même aller jusqu'à des membres d'une famille qui vous disent on sait que demain il va faire une crise parce qu'il devient morose, parce qu'il est un peu dépressif. Ça montre bien qu'il y a des changements qui ont des constantes de temps longues qui se produisent au niveau du cerveau avant la décharge épileptique elle-même. Donc c'est vraiment un sujet qui est très, très, très vaste. Merci beaucoup Bertrand. On vous fera passer les autres questions. On vous fera passer les autres questions médicales qui arrivent. Je vais maintenant passer la parole à notre grand témoin, Como Opnaud. Bonjour. Il faut que vous rebranchiez votre micro.
Je l'active. Ça y est. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'abord à la Fondation et plus particulièrement à Bernard Essambert qui a eu le courage et l'énergie de créer cette fondation il y a 30 ans, alors qu'il était lui-même touché de très près par l'épilepsie. Merci aussi à vous, Emmanuel Rouberti, de m'ouvrir cette tribune pour vous parler en fait de ce témoignage. Alors, je vais vous laisser vous présenter en fait et expliquer pourquoi vous êtes là. On est plusieurs membres du conseil d'administration ou moi-même à avoir lu votre ouvrage et avoir été touchés des échanges avec vous. Donc, on trouvait que c'était important aussi au moment où votre ouvrage sort que vous soyez un de nos grands témoins. Je vous laisse nous parler de vous un peu. Oui, je m'appelle Komopno, j'ai 58 ans, je suis marié et je suis père de 4 enfants. À l'âge de 9 ans, mon fils Clément a été touché par l'épilepsie. En fait, il a fait une encéphalopathie épileptique aiguë. J'ai découvert plus tard que cela s'appelait le syndrome de Fire. Après de longues années de combats quotidiens, comme celui que beaucoup d'entre vous vivent avec leurs enfants épileptiques, il a fini par être emporté à l'âge de 24 ans, la veille de Noël 2016. Voilà, donc que vous dire, le Fire, effectivement, c'est une apparition brutale d'une encéphalopathie épileptique aiguë qui se développe chez un enfant ou adolescent en très bonne santé à la suite d'une simple fièvre, voilà, dont on ne connaît pas la cause. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre? D'abord, après le départ de mon fils, ma priorité, c'était quand même d'essayer d'accepter son départ, ce qui est totalement impossible parce que c'est très difficile de voir son enfant partir, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Voilà, c'est inexplicable et inacceptable. Bon, le seul réconfort que j'avais et que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire que sa vie là-haut est peut-être meilleure que celle qu'il a eue ici-bas. Pourquoi? Parce que ici-bas, en fait, dans notre société, les malades et leurs familles souffrent en silence de la méconnaissance de l'épilepsie par le grand public. Et cette méconnaissance les isole tous les jours un peu plus. Alors, comme vous le savez, l'épilepsie, moi j'aime bien ces 3 termes, c'est-à-dire que c'est une maladie cachée parce qu'on n'en parle pas, sournoise parce qu'elle apparaît brutalement. Le terme épilepsie, en grec, ça veut dire attaquer par surprise. Voilà. L'épilepsie, ça attaque par surprise. Et sournoise, on ne peut pas savoir quand ça va arriver. Et destructrice, destructrice non seulement par les effets, on va dire, médicaux et cognitifs que ça peut avoir, mais surtout destructif parce que c'est une maladie qui fait face à énormément de préjugés, qui effraie par sa manifestation la plus impressionnante, qui est la crise d'épilepsie. Du coup, voilà, on se trouve dans une situation où les patients appréhendent beaucoup de parler de leur maladie. Et malheureusement, la société les conforte dans l'anonymat. Et quand effectivement j'entends que 10% des Français pensent que c'est une maladie qui est diabolique, voilà, ça explique vraiment ceci. Après, c'est vrai que l'environnement du coup quotidien est bouleversé, que l'épilepsie entraîne une exclusion de la vie sociale, professionnelle ou familiale.
Donc ça, voilà, on en a parlé. Effectivement, la crise d'épilepsie, je pense que voilà, c'est essentiel de sensibiliser le grand public à sa manifestation principale, la crise d'épilepsie. Euh, il y a énormément de formes de crise d'épilepsie. Bon, Clément, effectivement, il a fait, voilà, il a toujours eu entre 10 et 25 crises par mois. Des crises tonico-cloniques, voilà, la crise grand mal qui fait très peur. Mais d'autres épilepsies ont effectivement des crises qui ne font pas forcément aussi peur, mais qui ont un impact très très fort sur la vie des patients. Ça peut être le cas des absences, par exemple. Donc, en fait, ces crises, c'est que la partie visible de l'iceberg, mais voilà, il y a beaucoup de choses à côté. Donc, ce que je trouve, effectivement, c'est cette priorité, c'est de parler de l'épilepsie, de la faire connaître. Depuis 30 ans, votre fondation, la fondation, œuvre beaucoup en ce sens. Donc, aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt voilà, violet réalisé pour le Purple Day. Le message qui est sur ce t-shirt, épilepsie halte à l'indifférence, ça ne peut qu'interpeller le grand public. Et c'est pour ça que je trouve ce slogan très, très bien. Je pense que cette couleur aussi, elle représente très bien l'épilepsie. La signification négative du violet, c'est la pâleur, difficile à accorder et étrange. Ben, en fait, on a bien résumé. C'est-à-dire qu'on se trouve avec des malades qui sont pâles, difficiles à accorder, c'est difficile à vivre avec les autres, et étrange parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Mais aussi, surtout, il y a une signification positive, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut rebondir, et je pense que le Purple Day a aussi cet objectif-là, c'est la douceur, le calme, la quiétude. Et je pense que c'est ce à quoi tous les malades et leurs familles appellent de leur vœu. Alors, au-delà de ce livre, depuis début 2020, j'œuvre pour que l'épilepsie soit un jour, peut-être, et je l'espère, reconnue grande cause nationale. Alors, vous connaissez peut-être pas tous ce qu'est la grande cause nationale. La grande cause nationale, c'est en fait un label officiel qui est attribué par concours public par le Premier ministre à un organisme à but non lucratif ou un collectif d'associations ou de fondations. Et ce qui est très intéressant, c'est que cet agrément permet, en fait, tout au long d'une année complète, donc on est au-delà effectivement d'une journée chaque année, comme la Journée internationale de l'épilepsie ou comme le Purple Day, une journée complète, parler, organiser des campagnes de générosité publique, diffuser des messages gratuitement sur des sociétés publiques de télévision. Donc, utiliser les médias. Et je pense qu'effectivement, c'est un très, très bon moyen de, voilà, j'allais dire, j'aime pas le mot, mais vulgariser l'épilepsie pour qu'elle soit mieux connue et que les malades soient mieux acceptés et que donc ils vivent beaucoup mieux au quotidien. Donc mon livre, c'est quand même finalement une première étape dans ce combat que je souhaite mener voilà, pour faire connaître cette maladie, pour Clément et en son souvenir, et pour tous ceux qui sont touchés par ce mal et leurs familles, parce que effectivement, quand on vit avec un malade épileptique, avec son enfant, finalement, on reconnaît que sa propre souffrance. On ne reconnaît pas celle des autres. Et aujourd'hui, en fait, bon, bah, voilà, maintenant, j'ai compris que c'était compliqué pour tout le monde et qu'il fallait effectivement vraiment faire connaître cette maladie. Voilà. Donc, bon, ce livre, voilà, vous avez une petite photo d'une affiche. Alors, j'ai aujourd'hui, depuis mardi et pour 15 jours, j'ai la chance d'avoir un très, très bon ami qui m'a fait une campagne d'affichage dans tout Lyon.
et qui sera sans doute peut-être développé sur Paris et les grandes villes. Voilà. Donc là, moi, je suis à votre écoute voilà, pour vos questions que vous souhaiteriez me poser. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment de ce témoignage très émouvant. Je pense que Bernard, ça vous parle, ce témoignage. C'est aussi pour ça que voilà, Monsieur Opnaud est là aujourd'hui. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport à ce témoignage? Et puis moi, j'aurais des choses à dire par rapport aux questions qui arrivent aussi. Bon, comme Opnaud vit un peu ce que j'ai vécu moi-même, moins gravement en ce qui me concerne, puisque mon fils est toujours vivant, mais avec beaucoup de crises en permanence. Il est vraiment pharmaco-résistant, au sens fort du terme. Voilà, et je suis très heureux de ce témoignage et des encouragements de Comme Opnaud, et j'espère bien que la Fondation et lui vont travailler ensemble vers le but qu'il s'est fixé, qui est aussi celui de la Fondation, hein, au-delà de la découverte du remède à la pathologie, de la fin de la pathologie. Il nous faut permettre aux épileptiques de vivre le plus normalement possible et de ne plus être, comment dire, un petit peu au banc de la population. Alors, ça n'est pas facile, hein, on se bat déjà là-dessus depuis les 30 ans de la Fondation. D'autres se battaient avant, mais justement, raison de plus pour unir nos efforts et pour essayer d'aller de l'avant efficacement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Bernard. On a peu d'autres questions, simplement des remarques qui nous ont déjà été faites hein, sur le fait que voilà, ce serait formidable d'avoir des VIP qui parlent de leur épilepsie. Alors on le sait, c'est pas faute d'avoir essayé de les contacter. Vous verrez au cours de cette année des 30 ans de la Fondation qu'on va revenir sur l'histoire et l'épilepsie de personnages célèbres, mais voilà, d'autres temps, hein, César, Dostoïevski, Flaubert, Napoléon, etc., sur les épileptiques célèbres de notre temps. Et Bernard en parlerait bien mieux que moi. On les contacte, on a contacté des acteurs, des personnalités dont on sait qu'ils sont concernés, mais qui malheureusement refusent de parler de leur épilepsie pour toutes les raisons qui ont été citées ici. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme on dit, le serpent qui se mord la queue. Voilà, les préjugés qui perdurent font que voilà, les personnes qui en souffrent et qui sont médiatiques n'ont pas tellement envie de se mobiliser. Monsieur Opnaud, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, non, justement, dans la droite ligne de ce que vous dites, en fait, quand je dis depuis le début 2020, voilà, j'ai commencé à agir pour l'obtention de ce label Grande Cause Nationale. En fait, j'ai contacté effectivement des personnalités du monde politique, des personnalités du spectacle, des personnalités des médias. Et je les ai contactés également sur ce livre pour lequel je leur ai envoyé le livre pour certains. Et j'ai commencé à avoir un ou deux retours qui sont plutôt positifs, qui vont dans le bon sens. Et bien évidemment, ce que j'espère, c'est pouvoir capitaliser et puis pouvoir vous embarquer aussi, vous, avec moi dans ce combat-là. Et bien évidemment, je vous dirai un petit peu l'évolution des choses pour pouvoir les partager avec vous. Merci beaucoup, ce sera avec plaisir. On est presque dans les temps, donc ça c'est quand même une première. C'est l'intérêt du format webinaire. Bernard, je vais vous laisser le mot de la fin. Juste remercier tout le monde. Moi, je tiens à remercier tout le monde pour toutes les personnes qui ont été présentes à ce premier webinaire. Encore une fois, alors il y a certaines questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais n'hésitez pas, on y répondra par mail et n'hésitez pas à nous relancer si ce n'est pas le cas. Et puis, voilà, notez bien qu'à partir de maintenant, d'une part, on a un certain nombre de vidéos témoignages de Bernard, de patients, de chercheurs, de médecins, de membres du conseil d'administration qui vont tourner régulièrement sur les réseaux sociaux et on va essayer de tenir ce rythme d'un webinaire par mois sur différents sujets pour vous retrouver. Donc, merci encore et Bernard, je vous laisse le mot de la fin.
écoutez, vraiment, alors d'un mot, concentrons nos efforts tous ensemble pour lutter contre la maladie elle-même, c'est-à-dire trouver la solution, trouver la guérison de la pathologie, et puis également, tous ensemble, faisons en sorte que le regard du grand public à l'égard de cette pathologie s'ouvre, s'éclaire et ne repose pas sur des préjugés ancestraux qui ne devraient plus être de mise aujourd'hui. Voilà, ça veut dire que nous avons encore beaucoup de pain sur la planche et que nous aurons à travailler activement les uns avec les autres pour aller dans ces deux directions. Et merci à vous tous d'ores et déjà pour les efforts que vous serez amenés à faire avec nous. Merci Bernard. Merci, au revoir à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Bientôt. Merci, au revoir. Merci à nos intervenants aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.